Merci beaucoup de m'avoir invitée sur cette chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Audrey Salle et je suis nouvelliste. J'écris des nouvelles de fantastique qui sont publiées chez plusieurs éditeurs. Et aujourd'hui, je vais vous lire La pêche à la carpe, qui est une nouvelle tirée de l'anthologie Démons japonais aux éditions Luciférine. Pour m'aider dans cette lecture, j'ai ici Simon Lecomte Salut. qui va faire la deuxième voix. Donc voilà, c'est parti. La pêche à la carpe. Il est des repas auxquels on ne peut que rêver, des repas qui, si on en révélait le dessein, feraient se déformer les visages d'horreur, alors qu'au fond, ce qui nous anime n'est qu'une simple curiosité, rien de bien méchant. Mais souvent, il vaut mieux taire ces secrets désirs au risque de soulever l'inimitié. Ne reste alors que l'imagination pour s'adonner à de telles agapes. Moi, j'ai été plus heureux. L'occasion m'en a été donnée par mon meilleur ami. Il s'appelle Yao et vient de la province de Jiangsu sur les côtes chinoises. Sa mère et lui ont dû déménager après le décès de son père. Nous nous sommes retrouvés dans la même classe au collège et depuis, nous ne nous quittons plus. On m'a toujours trouvé bizarre et renfermé. Il était donc naturel que je finisse par devenir amie avec Yao. Qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Et il me fallait bien quelqu'un avec qui parler. Au fil du temps, je me suis attachée à lui. Quand on regardait au-delà de ses manières brusques, Yao était quelqu'un de plutôt touchant et sympathique. Il avait aussi ce grain d'extravagance qui dérangeait à coup sûr, et il se lançait toujours dans des aventures improbables. Malgré cela, rien ne m'a préparé à ce que, lors d'une pause où nous profitons du soleil, allongé sur le toit du lycée, Yao me pose cette curieuse question. Tu t'es déjà demandé quel goût pouvait avoir la chair humaine? Je me redresse, plus surpris que si on m'avait jeté un seau d'eau à la tête. Je ne sais pas ce qui lui a pris d'aborder ce sujet. Toujours est-il que, loin de le juger, je l'engage à poursuivre, C'est pas que je me la joue Sagawa ou autre, hein. ajoute-t-il comme pour se justifier. Je ne veux tuer personne. C'est juste que je me demande quel goût on peut avoir. Je me tourne vers lui. Ces mots, je n'aurais jamais cru les entendre ailleurs qu'au plus profond de mon esprit. C'était comme si Yao était allé les y chercher, ou plutôt comme si nos deux âmes avaient résonné d'un commun accord. Quel goût on peut avoir? Mon ami me sourit, de son éternel sourire qui lui donne un air de renard. Il ne s'en départ jamais, à croire que cette expression est gravée sur son visage, imperturbable, comme un masque. Tu sais, Me dit-il soudain. depuis quelque temps je m'intéresse aux vieilles légendes. Et j'en ai trouvé une qui m'a intrigué. Ah, laquelle? Celle des poissons esprits. Lorsque les carpes vivent à l'état sauvage dans un étang, il arrive que l'une d'entre elles naisse entièrement blanche, avec une marque rouge sur le front comme une tache de sang. On dit que ce sont des yokai. Il paraît qu'en manger rend immortel et peut guérir toutes les maladies. Et aussi que sa chair a le goût de la chair d'enfant. Je fronce les sourcils dubitatifs. Il existe d'innombrables contes autour des poissons dans notre pays, mais jamais encore je n'avais entendu celui-ci. Alors, Fait Yao euphorique. tu es partant? Pourtant pourquoi? Pour m'aider à la pêche, à le pêcher, pardi. C'est donc là qu'il voulait en venir. Je préfère tempérer son enthousiasme. Désolé, mais la pêche à la Au carpe... poisson esprit. Si tu veux. Enfin, c'est pas trop mon truc, Et tu crois que c'est le mien? rétorque-t-il comme si c'était évident. Là, je ne te parle pas d'une banale partie de pêche, mais d'un truc légendaire. Ouais, et comme tous les trucs légendaires, il y a peu de chances que ça existe. Ce que tu peux être rabat-joie. Me grogne Yao en me collant une bourrade dans le flanc. Allez, c'est l'occasion de se marrer un bon coup, tu ne crois pas? Et tu sais comment t'y prendre pour pêcher? Demandai-je en me redressant. Un peu que je sais. N'oublie pas que je viens d'une région côtière. Avec mon père, on allait souvent pêcher pendant les vacances. J'ai gardé nos vieilles cannes. Elles feront l'affaire. Notre partie de pêche s'est avérée infructueuse. Nous n'avons pas été fichus d'attraper un seul poisson. Yao s'en est retrouvé extrêmement déçu. Moi, je m'y attendais un peu. Depuis, Yao rumine ses pensées affalées sur son bureau. Je crois qu'il prend cette histoire trop au sérieux. Ce n'était qu'un jeu, rien de plus. Il ne s'attendait tout de même pas à capturer un poisson légendaire. D'autant que l'attirail qu'on a utilisé
2 cannes usées mais encore solides, une boîte à appât et une nasse en osier, me semblaient bien rudimentaires pour une partie de pêche aussi spéciale, Le poisson esprit ne s'attrape pas autrement que de façon traditionnelle. m'a rétorqué Yao d'un ton docte. Et puis ça a plus de cachet comme ça, non? J'aurais voulu trouver les mots pour le consoler. Lui dire que ce n'était que partie remise, qu'on s'était bien amusé. Surtout moi. Je n'ai jamais été à la pêche avant. Préparer les hameçons, jouer à celui qui lancera sa ligne le plus loin, voir Yao gesticuler et courir dans l'eau comme un dératé dès qu'il pensait avoir une prise, tout cela a contribué à rendre la journée mémorable. La semaine prochaine, je t'invite chez moi. Me déclare Yao quelques jours plus tard. Je me tourne vers lui, perplexe. C'est vraiment une invitation ou tu es en train d'énoncer un fait? Allez, dis oui. Insiste-t-il. Je suis sûr que cette fois sera la bonne. Je me suis renseigné et j'ai lu que les soirs de pleine lune sont propices à la capture de ce poisson. Tu n'auras qu'à rester dormir chez moi. Comme ça, nous aurons toute la nuit devant nous. Encore cette histoire de poisson esprit. Jamais il ne lâche l'affaire, lui. Écoute, lui dis-je du ton le plus diplomatique possible. On s'est bien amusé la dernière fois, mais je crois que tu prends cette histoire trop à cœur. Ce n'est qu'une légende. Le visage de Yao se décompose. Je constate avec surprise que ma remarque l'a blessé. D'ordinaire, mes piques ne l'affectent pas. Il les prend pour ce qu'elles sont, des traits cyniques sans conséquence. Là, il est bien plus sérieux que je ne pensais. De plus, il pourrait très bien aller le pêcher tout seul, son yokai. Mais il semble tenir absolument à ce que je vienne avec lui. Un sentiment étrange naît alors dans mon cœur. La confiance que ce garçon m'accorde est surprenante, mais révélatrice. Yao n'aurait pu s'adresser à personne d'autre. C'est sans doute ce ressenti, cette attirance trouble de sa part qui me flatte et me pousse à rester. Je soupire et finis par céder. D'accord. Dis-moi à quelle heure je dois être chez toi. J'attends sur le seuil de la maison de Yao et je n'ose pas entrer. Maintenant que j'y pense, c'est la première fois qu'il m'invite chez lui. Jusqu'alors, nous nous contentions de nous retrouver au lycée sans chercher à nous voir à l'extérieur. Nous n'avons jamais pensé à faire autrement. C'était naturel. Cette invitation était si soudaine, je ne savais pas comment réagir. Et je me dis que, malgré les années que nous avons passées ensemble, je n'en sais pas plus que ça sur mon ami. Yao vient m'ouvrir, coupant court à ma réflexion. Je suis content que tu sois là. Me lance-t-il d'un ton enjoué. J'avais peur que tu ne trouves pas la maison. Il s'efface devant moi pour me laisser rentrer. Mon ami vit dans une ancienne demeure de style japonais. Il m'a expliqué que sa mère rêvait depuis toujours d'habiter une maison traditionnelle. J'avoue que ces résidences ont du charme, même si elles sont éloignées des commerces et difficiles à entretenir. La plupart d'entre elles sont laissées à l'abandon et pourrissent peu à peu, faute de quelqu'un pour s'en occuper. Celle-ci, rénovée récemment, est en très bon état. L'intérieur présente un design épuré et minimaliste. De rares meubles disposés à des endroits stratégiques, des lignes droites et noires à la surface claire des tatamis. Les poutres de bois parachèvent la géométrie parfaite de l'ensemble. Rien ne dépasse. Tout est droit, solide, rectiligne. Le froissement d'un tissu attire soudain mon attention. Une femme d'une quarantaine d'années, aux traits lisses et aux cheveux d'un noir de jais, vient d'entrer dans la pièce. Elle me rappelle ces estampes anciennes que je voyais chez ma grand-mère et que je contemplais toujours avec une déférence mêlée de crainte. Autour de son cou s'enroule un foulard aux teintes assorties à celles de son yukata. Il ne fait pas froid pourtant, nous sommes en plein été. Ah, maman, Lui dit Yao. je te présente Kaichi Izozuki, un camarade de classe. Bonjour, Madame Guai, m'empressai-je de compléter. Enchantée de faire votre connaissance. Moi de même, répond-elle d'une voix posée. J'espère que mon fils ne vous cause pas trop de soucis. Madame Guai a cette manière extrêmement polie et un peu désuète de s'exprimer, avec ce délicieux accent chuintant des provinces chinoises. Non, non, rassurez-vous, lui dis-je tout aussi poliment. Je vous remercie de me laisser rester ici pour la nuit. Tout le plaisir est pour moi. C'est la première fois que Yao invite quelqu'un ici. Je vais vous préparer du thé. Je la remercie encore et suis Yao, qui me tire déjà par la manche pour le reste de la visite. Là, c'est le jardin.
m'explique-t-il en passant dans un couloir qui longe l'arrière-cour. Et tout au fond, il y a la resserre. Je hoche la tête, puis dis, un peu malgré moi. Tu lui ressembles beaucoup. Pardon? À ta mère, répétai-je. Je trouve que tu lui ressembles. C'est ce qu'on me dit souvent. En même temps, les gens peuvent difficilement faire la comparaison avec mon père. Je choisis de me taire, par crainte d'avoir commis une maladresse ou d'avoir soulevé un sujet délicat. J'ai un peu honte de penser ça, mais je crois que je préférais avant, lorsque Yao n'était que ce garçon excentrique, beaucoup plus facile à cerner. À présent, il m'est encore plus inaccessible. Si je pouvais lire dans le cœur des gens, les choses seraient bien plus simples. Hélas, j'arrive à peine à comprendre le mien. Nous arrivons devant la chambre de Yao, séparée du couloir par un fusuma. Mon ami l'ouvre et me fait signe d'entrer. Les lieux sont aussi simples que le reste de la maison, comme si ce n'était pas vraiment sa chambre, mais une pièce qui ne lui appartenait pas et dont il se servait juste pour dormir, aussi lisse et mystérieuse que son occupant. Tu fais une drôle de tête, me fait remarquer ce dernier. Non, c'est cette maison. Elle me rappelle des souvenirs, éludai-je. Yao me lance un regard interrogateur. Je soupire. Je me doutais que tôt ou tard nous en viendrions à ce genre de sujet. Ce n'est pas que je suis gênée ou que je n'ai pas envie d'en parler. Je ne suis juste pas habituée aux épanchements. Je commence tout de même à me confier. Je ne sais pourquoi, le sentiment de pouvoir enfin parler de mes peurs me fait du bien. Étrangement, la présence de Yao me rassure dans cette grande et sombre demeure. Ma grand-mère m'amenait souvent avec elle dans les maisons abandonnées, lui révélai-je. Elle y cherchait des yokai. Elle ne les voyait pas, mais en parlait tout le temps. Elle fouillait ses résidences dans l'espoir d'en apercevoir un. Je détestais ça. Ces vieilles demeures sentaient le moisi. Et surtout, il y avait ces ombres et ces mouvements d'air furtifs, cette impression d'être épiée. Parfois je n'en pouvais plus et je me mettais à courir en hurlant. Ça faisait beaucoup rire ma grand-mère. Elle me traitait de froussard puis me demandait l'air de rien si j'avais vu quelque chose. Je ne lui répondais jamais. Tout ce que je voulais, c'était sortir le plus vite possible. Elle n'était pas très gentille, ta grand-mère. Sur certains points, effectivement. Mais c'était elle qui me gardait pour soulager ma mère. Alors je lui en suis reconnaissant. Quand mon père l'a quittée, ma mère a dû chercher un nouveau travail. Son salaire ne suffisait plus à nous nourrir tous les deux. Comme elle s'absentait toute la journée, elle me laissait chez ma grand-mère. Celle-ci me faisait souvent peur en me racontant ses histoires de yokai et de fantômes. Mais elle me préparait aussi de bons plats. Elle m'autorisait à lire ses livres illustrés. Et puis mine de rien, ces promenades dans les maisons hantées m'ont bien endurci. Je n'ai plus peur de grand-chose à présent. C'est bien dommage. Je me tourne vers Yao pour le dévisager, mais celui-ci est déjà passé à autre chose. Je trouve très désagréable sa façon de me lancer des propos énigmatiques avant de reprendre son activité comme si de rien n'était. Un instant plus tard, Madame Gouaille nous porte un plateau de thé. Nous dégustons le breuvage en silence, ce qui m'impressionne de la part de Yao, d'ordinaire si turbulent. Puis nous nous mettons à dresser le plan de notre expédition. Yao est très sûr de lui, attentif à tous les détails. Moi, je me laisse porter, à la fois blasé par l'énergie tourbillonnante de mon camarade, mais aussi curieux de voir où cette histoire va nous mener. En guise de dîner, Yao me tend quelques sandwichs, Je me suis dit que ce serait plus pratique. m'explique-t-il. Comme ça, nous pourrons aller plus vite à l'étang. Lorsque nous sortons, il fait déjà nuit. Je n'ai pas regardé l'heure, mais il doit être assez tard. Ta mère ne dit rien demandai-je soudain. Ça ne l'inquiète pas qu'on sorte tout seul la nuit Et toi, ça t'inquiète? réplique Yao d'un air narquois. Non, mais... Ben alors? Je n'ose rien ajouter. D'ordinaire, les manières désinvoltes de mon ami ont tendance à m'agacer, mais cette fois, je suis trop préoccupée pour réagir. L'idée de ce que nous nous apprêtons à faire accapare mon esprit plus que de raison. Je voudrais voir cette sortie comme un simple jeu, mais le sérieux que mon ami met à la tâche m'empêche d'aborder les choses avec sérénité. Il arrive rarement que Yao ne plaisante pas. Dans ces moments-là, il me ferait presque peur. Un malaise diffus s'installe au creux de mon ventre, comme une nausée latente. Il me semble que nous jouons à des choses interdites. Qu'espère-t-il donc attraper de plus que la dernière fois? Nous rentrerons bredouille, c'est certain.
si nous rentrons. Un frisson parcourt mon échine à cette pensée. Ça va, Keiichi? Je ne me suis pas aperçue que Yao s'était arrêté. À présent, il me regarde d'un air soucieux, comme si j'avais l'air malade. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux de se promener la nuit dans les bois ? Glissai-je craintif. Je croyais que monsieur n'avait peur de rien, me lance Yao d'un ton narquois. Si c'est pour te payer ma tête, je préfère m'en aller. Oh, ça va, le prends pas comme ça. S'excuse mon ami en passant un bras autour de mes épaules. Si ça peut te rassurer, ça fait des mois que je me balade de nuit dans cette forêt, et il ne m'est jamais rien arrivé. Bref, tu ne vas pas me lâcher maintenant, si ? Il me regarde à présent avec des yeux implorants. Je soupire et me demande pourquoi j'accepte encore de le suivre. À la clairière où se trouve l'étang. Je ne pense pas que Yao habitait si près. Dans le ciel, la lune brille d'un éclat surnaturel. Son reflet dans l'eau est particulièrement net, comme si elle y était immergée. Il fait si clair que nous n'avons plus besoin des lampes pour nous éclairer. Autour de nous, le calme plat, les bruissements nocturnes en demi-ton. Malgré l'air chaud et sirupeux qui englobe mes bras nus, je ne peux réprimer un frisson. L'excitation, sans doute. Les contours des choses semblent mouvants, comme éthérés. Ils ont la douceur floutée du rêve. Suis-je vraiment ici, en ce moment ? Je n'ose m'avancer. Il y a quelque chose de captivant dans l'atmosphère du lieu, et je m'en voudrais de le briser. Devinant mon hésitation, Yao saisit ma main et m'entraîne à sa suite. Sa prise ferme m'assure de la réalité des lieux. Mes pieds foulent l'herbe de la clairière et je marche comme si je ne les sentais pas s'appuyer sur le sol. Nous nous installons sur la rive et préparons nos cannes à pêche, avant de lancer en même temps nos lignes dans l'eau. Deux légers ploc résonnent dans le silence nocturne. Puis nous attendons. L'air se fait lourd, à moins que ce ne soit l'immobilité que je dois conserver qui me donne cette impression. Je jette de temps à autre un regard vers mon ami. Concentré à l'extrême, il ne bouge pas d'un pouce. Je peux même sentir la tension dans ses muscles prêts à agir au moindre signe. Son profil se détache clairement dans la pénombre. Un visage pâle, délicat, fantomatique, une beauté étrange et fascinante. Sans aucun signe avant-coureur, la ligne de Yao se tend. Pourtant mon ami ne s'est pas laissé surprendre. Ses mains entourent solidement le manche de sa canne, et il tire à présent comme un forcené. « Keiichi, viens m'aider !» me crie-t-il. Sortant de ma torpeur, je lâche ma canne et saisis la sienne. De l'autre côté, notre prise tire si fort que nous glissons peu à peu dans l'eau. Au milieu de l'étang, de gros bouillons se forment à l'endroit où disparaît la ligne, pourvu qu'elle ne casse pas. Nous luttons avec acharnement, soufflant, titubant, pataugeant de concert. Je tire de toutes mes forces, mais c'est lourd, si lourd que je me mets à penser. Ce qu'on tracte là, c'est le poids d'un mort. « Je le vois !» s'écrie soudain Yao, surexcité. « Vite, la nasse, il ne faut pas le laisser s'échapper !» J'attrape d'une main le panier en osier et le passe sous la ligne. L'eau jaillit de toutes parts et la nasse s'alourdit. Dans un dernier effort, nous arrachons celle-ci à l'étang et basculons sur la rive. Le panier heurte le sol et une masse gigantesque bondit dans l'herbe. Le poisson-esprit. Je n'en ai jamais vu d'aussi énorme, au moins la taille de mon bras, si ce n'est plus. Un véritable cri d'agonie déchire la nuit. Il sort de la bouche de notre prise. Je me sens pâlir. Les poissons ne meurent pas immédiatement hors de l'eau. Comment ai-je pu l'oublier ? « Retiens-le !» crie Yao. Il essaye de revenir dans l'eau. Je me jette sur le poisson pour le bloquer. Mes bras glissent sur ses écailles poisseuses. J'ai du mal à trouver une prise. Son corps s'agite en des soubresauts déments. Même aux portes de la mort, il est doté d'une force incroyable. Sa queue bat le sol, frappe violemment mes jambes, ses muscles se tordent, et cette bouche noire béante qui s'ouvre et se ferme sur le vide. Je crois n'avoir jamais vu quelque chose de si terrifiant. Je commence à manquer d'air. « Yao !» appelai-je désespéré. « Tiens-le bien, Keiichi, tiens-le !» Yao attrape la lèvre supérieure du poisson et tire d'un coup sec vers l'arrière. Il essaie de lui briser la nuque, mais n'y arrive pas immédiatement. Désorganisation, perte de contrôle, affolement.
Les secondes semblent durer des heures lorsqu'on sent une vie se débattre entre ses doigts. Un œil se crève pendant l'opération, et je regarde avec horreur les humeurs suppurer comme de la gelée rougeâtre et s'étaler sur les doigts de Yao. Celui-ci grimace de dégoût, mais tire de nouveau en appuyant sa paume à la base du crâne de l'animal. Craquement sec. Le poisson sursaute une dernière fois avant de s'immobiliser. Envolée l'atmosphère onirique. Couchés sur l'herbe, les vêtements trempés d'eau et de sueur, nous reprenons notre souffle. Tout est devenu calme, tranquille, comme si la violence n'avait été qu'une parenthèse ouverte dans la nuit. J'ai froid soudain. Près de nous gît le corps monstrueux du poisson. Ses écailles fantomatiques luisent dans la pénombre. Une tache rouge s'étale sur son front. Il ressemble à une tancho, ces petites carpes aux couleurs de notre drapeau et que l'on peut observer dans les bassins d'agrément. Sauf qu'il n'en existe pas de cette taille, ni de si pâle. La lumière de la lune esquisse une façon de squelette sur sa tête et son dos, et sa marque frontale se confond avec les traces sanglantes sur ses écailles. De sa bouche charcutée par l'hameçon pendent des bouts de chair qui se mêlent aux humeurs oculaires. Dans son œil valide, toute lueur de vie s'est éteinte. Je me sens sale, et ce n'est pas uniquement dû au sang et à la poisse qui me couvre les mains. La scène a des allures de sacrilège. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Peut-être à ce qu'il ait l'air moins mort. Il y a quelque chose de grotesque, de presque malsain à contempler cette énorme masse écailleuse étalée dans l'herbe. Yao tremble, les bras croisés sur son torse. Il m'a regardé. Bredouille-t-il. Juste avant que je ne lui brise les os, il m'a regardé. Merde, si tu savais ce que j'ai vu dans ses yeux. Bien sûr que je le sais. Maintenant c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. La peur cède peu à peu la place à un sentiment plus trouble, mélange de joie et de fierté face à l'accomplissement de l'impossible. J'avance une main vers le poisson. Je dois le toucher, m'assurer qu'il est bien là. Mes doigts rencontrent la résistance d'un corps, la fraîcheur gluante des écailles. Oui, il est réel. On l'a fait, répétai-je incrédule. On l'a fait. Yao lève les yeux vers moi. Oui, on l'a fait, me répond-il. Un sourire se dessine lentement sur son visage, à mesure qu'il réalise. Il se laisse aller contre moi épuisé. Les mèches humides de ses cheveux se collent dans le creux de mon cou. Merci d'être revenu avec moi, murmure-t-il. Je sens son bonheur irradier autour de nous, comme s'il illuminait l'obscurité. Nous restons ainsi un long moment, goûtant la nuit, appréciant le calme revenu. Yao se relève le premier, et je l'aide à glisser notre prise dans la masse. Alors c'est lui demandai-je en admirant le poisson. Un peu que c'est lui, s'exclame Yao. Il n'y en a qu'un par étang, et regarde sa couleur. Il n'en existe pas de telle chez les poissons sauvages. Elle est forcément due à sa nature d'esprit. Je l'écoute, impressionné par ses connaissances. Puis nous glissons notre prise dans la nasse, prenons chacun un bord de celle-ci et la transportons jusque chez Yao. Après nous être bien séchés, Yao me conduit vers la resserre où se trouve le congélateur, un grand coffre rectangulaire doté d'un seul bac, aux bords recouverts de glace. Nous ne sommes pas trop de deux pour y glisser le poisson esprit. Je ne peux m'empêcher de songer à un cercueil empli de fleurs aux pétales givrés, et m'empresse de refermer le couvercle. Hé, fais attention! Proteste Yao en ramenant précipitamment ses mains contre lui. Tu as failli me coincer les doigts! Mon malaise doit se lire sur son visage, car il se ravise vite et pose une main rassurante sur mon épaule. Ça ne va pas? C'est rien, lui dis-je en m'efforçant de sourire. Je dois être un peu fatiguée. Tu m'étonnes, après l'exploit qu'on vient d'accomplir. S'exclame-t-il, retrouvant sa bonne humeur. On a bien mérité notre nuit de sommeil. Hélas, la nuit est loin d'être reposante. Le silence de la campagne n'est pas des plus rassurants quand on est habitué au murmure constant de la ville. J'entends des bruits d'ordinaire étouffés par le passage des voitures ou le ronflement de la ventilation. Des bruits que je ne reconnais pas. L'ombre se dessine sur le shoji. Je sens mes cheveux se dresser sur ma nuque.
La silhouette glisse lentement sur le papier translucide. Son pas est presque inaudible. Je regrette d'être restée dormir ici. Depuis cette pêche miraculeuse, je ne suis plus très sûre de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je regarde avec horreur l'ombre avancer dans le couloir. L'une des barres qui retient le papier se trouve juste au niveau de son cou. Elle semble le trancher net, comme si sa tête était légèrement détachée de ses épaules. Une impression, juste une impression, me répétais-je mentalement pour me rassurer. À moins que... Est-ce la peur ou bien l'obscurité qui me fait délirer? La barre est beaucoup trop fine pour rendre une telle illusion d'optique. Si ça continue, mon cœur risque de lâcher. Heureusement, la silhouette disparaît au bord du shoji, emportant avec elle l'effroi de l'instant. Il me faut toutefois de nombreuses minutes avant de retrouver le calme. Au matin, lorsque je parle de mes visions nocturnes à Yao, celui-ci m'explique que sa mère souffre de somnambulisme et qu'il n'est pas rare de la voir parcourir la maison une fois la nuit tombée. Loin de me tranquilliser, ces paroles réveillent en moi des souvenirs de l'époque où je lisais les bestiaires fantastiques de ma grand-mère. Des souvenirs de créatures somnambules, à la tête volante et aux appétits cannibales. Finalement, Yao m'a invité à rester jusqu'au soir. Ma mère compte préparer notre prise durant la journée pour la servir au dîner. Ce serait dommage que tu rates ça. En effet, je suis très curieux de goûter ce poisson. A-t-il vraiment la saveur de la chair d'enfant? Dans la grande pièce centrale, le silence emplit tout l'espace, s'infiltrant jusque dans la moindre maille du tatami. Au centre de la table trône un plat rond et noir. La chair du poisson-esprit a été découpée en sashimi et agencée en rangs concentriques. La figure ainsi formée trouble l'œil autant qu'elle le captive. Assis en seiza d'un côté de la table, je fais face à Yao. Celui-ci fixe le plat avec avidité, impatient de commencer la dégustation. Madame Guai préside en bout de table. D'un accord tacite, nous attendons son signal. Elle avance ses baguettes vers les sashimi et saisit délicatement un morceau de chair flasque qu'elle porte à sa bouche. Yao et moi l'imitons. La tranche de poisson fond dans ma bouche. Je la fais passer entre mes dents, sur ma langue, attentif aux sensations de mes papilles. Saveur tendre et aqueuse, souvenir des heures passées sous la surface de l'eau, de la vase qui glisse sur les écailles. Jamais senti ce goût auparavant. Je ne peux m'empêcher de songer à la chair d'enfant. Est-ce dû au fait que je ne mange que rarement du poisson cru? Ou bien autre chose? Yao lève les yeux vers moi. Je sais à quoi tu penses, dit son regard. Ce ne sont que des rumeurs, rien de plus. Alors pourquoi me semble-t-il déceler une lueur de malice au fond de ses prunelles? Je me garde bien de le dire à haute voix, de peur de m'attirer les foudres de sa mère en brisant le silence instauré. Lorsque celle-ci se penche pour attraper les sashimi, son foulard glisse légèrement, laissant entrevoir sa nuque. Les pierres rouges d'un collier ressortent sur sa peau blanche, pareilles à des gouttes de sang. Quel mode étrange de porter un foulard par-dessus un bijou. L'usage voudrait au contraire qu'elle le laisse à la vue. Est-ce vraiment un collier? Je secoue la tête. Non, les yokai n'existent pas. Et surtout pas celui qui me faisait si peur, enfant, avec sa tête qui s'envolait pour dévorer les gens. Madame Guai a remis son foulard en place. Je détourne les yeux et déglutis gênée. J'espère qu'elle ne m'a pas vu l'observer de manière si inconvenante. J'avale une autre tranche de poisson. La chair douce, fragile, se fend et s'étale sur ma langue. Non, décidément, ce goût n'est semblable à aucun autre de ma connaissance. Lorsqu'une pensée nous obsède, comme le fait que le poisson-esprit est censé avoir la saveur de la chair humaine, même si c'est faux, on finit inconsciemment par s'en persuader. Ce poisson a donc le goût de ma persuasion. Peut-être. L'atmosphère devient plus dense, presque tangible.
Yao dévore les sashimi avec appétit. Sa mère, elle, se délecte. Elle porte les morceaux de chair translucide vers ses lèvres en les pinçant délicatement de ses baguettes. Les dents font leur office, mâchant lentement, avec gourmandise. Elle ne le sent donc pas. Ce goût si riche, si étrange, si ambigu, comment ne peut-elle pas le sentir? Mes angoisses refont surface en un instant, comme des anguilles hors d'un étang. Je sens leur corps froid s'insinuer entre mes côtes, pénétrer mes poumons, s'enrouler autour de ma gorge, de mon cœur. Je crispe les paupières, luttant pour ne pas revoir les images de la veille. Ma respiration est saccadée, je peine à trouver mon souffle. Ma peau se couvre de sueur. L'air est moite, chaud, étouffant, un air estival. Du calme, ce n'est que du poisson. Tu ne vas tout de même pas faire un malaise pour de simples sashimi. Je passe le reste du repas entre deux os, faisant mon possible pour ne pas me lever et aller régurgiter le contenu de mon estomac. Le reste de l'année scolaire se déroule aussi calmement que le début était agité. Je ne l'ai même pas vu passer. Le dîner au sashimi me semble bien loin à présent. Je n'en garde que de vagues impressions. Après s'être donné tant de mal pour pêcher ce poisson, quel gâchis! Mars arrive, ainsi que la sortie qui clôture l'année. Notre classe s'est donné rendez-vous à l'étang près de chez Yao. Tout le monde a troqué les t-shirts contre des manteaux. Nous avons encore de longs jours froids devant nous avant l'arrivée du printemps. L'eau est tranquille, la vie ralentit. On dirait que le paysage a changé imperceptiblement. Lui aussi a revêtu sa cape hivernale. Pourtant, cette beauté me semble cacher un piège. Une tache trop sombre dans l'eau, une ridule à la surface de l'étang. Des éléments insignifiants, mais qui pouvaient tout aussi bien présager un danger imminent. Revenir en ces lieux me rappelle le poisson que j'ai mangé l'été dernier, le poisson esprit. Il est sans doute ridicule de croire que la nature peut être rancunière. Pourtant, le pique-nique jovial qui se déroule autour de moi ne parvient pas à m'apaiser. Les pitreries de Yao non plus. Ce dernier sautille de groupe en groupe et propose des friandises en prenant des pauses comiques. Je me retiens difficilement de manifester ma joie au moment de partir. Ce n'est qu'au sortir des bois que je me remets enfin à respirer. Soudain, Yao s'arrête et fouille son sac avec anxiété. « Kao, qu'est-ce que tu fais ?» lui lançai-je d'un ton agacé. « Je crois que j'ai laissé ma tasse près de l'étang, » me répond-il affolé. « Je ne la retrouve pas. »« Trop tard, dis-je, impatient de rentrer chez moi. Tu reviendras la chercher demain. Demain, il n'y sera plus, j'en suis sûr. » proteste-t-il en me tendant son sac. « Garde-le-moi, s'il te plaît, j'en ai pas pour très longtemps. » « Tu ne vas pas y retourner !» m'exclamai-je abasourdi. Ces fameux sourires de renard avant de disparaître dans les fourrés. Ne sachant que faire, je m'excuse auprès des autres élèves et m'assois au bord du chemin en attendant le retour de Yao. Il n'est jamais revenu. J'ai patienté jusqu'à ce que le soir tombe. Puis je suis partie, effrayée autant par le temps que Yao mettait à revenir, que par les bruits nocturnes qui commençaient à agiter les arbres. Pas moyen que je retourne là-bas tout seul, alors qu'il va bientôt faire nuit. Ce crétin avait sans doute voulu me faire une farce. Il était peut-être déjà rentré chez lui par un autre chemin. C'était bien son genre. Le lendemain, toujours pas de Yao, ni le surlendemain. Il n'était nulle part. De nombreuses battues ont été organisées. Elles n'ont rien donné. Le fond de l'étang a été dragué, des affiches placardées, la région passée au peigne fin. Rien. À croire que Yao s'était bel et bien évaporé, ou qu'il avait traversé cette fameuse frontière pour atterrir dans un pays dont on ne revient pas. Madame Guay se faisait de plus en plus rare. Elle restait cloîtrée chez elle, ne supportant plus de voir ses esprits, ses espoirs détruits à chaque recherche infructueuse. On m'a dit qu'elle prévoyait de déménager. Elle qui avait perdu un mari, comment se remettrait-elle de la disparition d'un fils ? J'aurais dû être plus insistant. Forcer mon ami à me suivre. Nous avons pu partir une première fois de la clairière. Une telle chance ne pouvait nous être de nouveau accordée. Cependant, je me dis que rien, ni personne,
n'aurait pu empêcher Yao de retourner à l'étang. J'ai toujours le sac qu'il m'a confié. Ce jour-là, je le serre contre moi comme pour éprouver sa réalité. Il porte encore l'odeur de mon ami, ténue, diffuse. Yao est parti à présent, dans un endroit que personne ne connaît. Sa présence résonne comme un songe. Nous avons vécu des choses fortes, violentes même. Pourquoi ai-je déjà l'impression que son souvenir s'effrite dans ma mémoire? Alors que nous nous connaissons depuis si longtemps, alors qu'il était mon meilleur ami. Malgré ses dehors pénibles et son attitude effrontée, je suis toujours restée à ses côtés. Ma vie s'en trouvait plus agitée, mais avait pris un tournant intéressant grâce à lui. Peut-être parce que je n'avais jamais vu quelqu'un chercher si désespérément un ami qui le comprenne. Ça m'a touchée. Yao me manquera, c'est sûr. Le rêve est survenu la nuit dernière. Encore maintenant, je me demande ce qui l'a déclenché. Déjà 2 ans que les événements se sont produits. 2 ans durant lesquels je n'ai pas rêvé une seule fois. Alors pourquoi cette nuit? Tout semble si réel. Je suis assis à table dans la pièce principale de la maison de Yao. Ce dernier et sa mère sont attablés avec moi, comme ce jour-là. La perspective devient soudain bizarre. Mon point de vue a changé. Ma position aussi. Je ne suis plus à table, mais sur la table. Allongée, nue. Normalement, je devrais vouloir bouger, crier. Pourtant, je me sens étrangement calme. Sur mon corps s'étalent sashimi, sushi et autres préparations crues enrobées de riz. Plus je regarde cette nourriture, plus mon ventre me fait souffrir. À la fin, la douleur est presque insoutenable. Je remarque alors que les morceaux crus sont faits avec mes propres entrailles. Je sens mon visage devenir livide, le sang refluer dans mes veines. Yao et sa mère se mettent à rire. Les dents et le sourire de mon ami s'étirent et se tordent en une expression grotesque. Le cou de Madame Guay s'étire lui aussi. Elle a ôté son foulard. Sur sa peau, la marque, plus rouge que jamais. Je me dis qu'elle va se faire bien mal à la tête quand celle-ci cognera contre le plafond. Mais cela n'arrive pas. À mesure qu'il s'allonge, son cou s'affine comme un filet de sucre qu'on tire. Soudain il casse, et la tête se retrouve détachée du cou, juste au-dessus de la marque. Elle flotte au-dessus de moi, attrape un sushi avec sa langue et le gobe tout rond. Puis elle laisse place à Yao. Ce dernier plonge sa main dans mon ventre. La souffrance est vive, extatique. Je suis au bord de l'évanouissement. Les doigts de Yao fouillent la masse de chair sanguinolente et en retirent un morceau qu'il suçote avec délice. Je le regarde me dévorer. Je vois le sang couler sur son menton et colorer ses lèvres d'un rouge vif, brillant. Je ne sais pourquoi, je me mets à saliver. Yao s'en aperçoit et sa main retourne dans mes intestins. Nouvelle décharge, nouvelle ivresse. Je vois trouble, mes autres sens prennent le dessus. L'odorat, le toucher et le goût. Cuivré, douceâtre, pénétrant. Je sens les doigts de mon ami fureter autour de ma bouche et forcer le passage de mes lèvres pour y introduire quelque chose. Je comprends qu'il s'agit du morceau qu'il vient d'arracher à mon ventre. Tout comme il m'a convié à la dégustation du poisson esprit, il m'offre le privilège de participer à son repas. Ma chair est flasque, ma viande juteuse, presque liquide, et d'une douceur. Sa saveur me rappelle d'étranges souvenirs. Je me surprends à lécher avec avidité le sang qui macule les doigts nourrisseurs. J'en veux encore. À mon réveil, je ne suis plus du tout effrayée, simplement emplie d'un grand calme. Je porte la main à mes lèvres. Le bout de mes doigts est rouge lorsque je le retire. J'ai dû me mordre pendant mon sommeil. Mon sang m'hypnotise, je me lasse pas de l'observer, me rappelant comme il luisait et ruisselait dans les méandres de mon rêve. Ce rêve qui apparaît dans ma mémoire plus nettement que le plus clair de mes souvenirs. Et toujours dans ma bouche, le goût délicat
de la chair d'enfant. C'était la fin de La pêche à la carpe, une nouvelle, donc comme je l'ai dit, qui est tirée de l'anthologie Démons japonais aux éditions Luciférine et que j'ai pu voir publiée en 2019. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, Simon et moi, jusqu'au bout. Merci à Simon de m'avoir assisté pendant ma lecture. Et merci encore de nous accueillir sur cette chaîne. Au revoir et bonne journée.